Fidèle au poste, mesdames et messieurs, et très heureuse de vous retrouver pour la rétrospective de la semaine. Ce soir, nous avons l'insigne honneur de recevoir un activiste de droits de l'homme avec Victor Tessongo. Nous allons analyser le temps fort de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous recevoir. Merci, madame. L'actualité étant très riche, nous entrons directement dans le vif du sujet. Nous allons commencer par l'enseignement, ce secteur qui est très vital pour un pays et pour le développement de notre pays, parce que tout doit tourner autour de l'homme, de la formation et de l'éducation. Nous allons parler du sit-in des élèves par rapport à la gratuité. Et nous allons parler de la publication du rapport de l'ONU par rapport aux droits de l'homme. J'ai un activiste de droits de l'homme, nous allons en parler en long et en large. Premier élément, s'il vous plaît. Un tohu-bohu sans précédent ce lundi dans l'enceinte du cabinet du ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les élèves du lycée Bosangani, collège Boboto, Chaoumba, pour ne citer que ceux-là, sont venus exiger la reprise des cours. Venus d'une dizaine d'écoles conventionnées catholiques, ils se disent victimes de la gratuité de l'enseignement. Interrogés, certains acceptent de témoigner à visage caché. On demande au gouvernement, en général, de nous éclaircir un peu sur le sujet. La gratuité, c'est l'école primaire. Pourquoi nous, les humanités, sommes pénalisés par cette gratuité? Et les enseignants ne sont pas payés. Pourquoi ils ne sont pas payés? Parce que vous avez choisi ça. Lorsque vous prenez une décision, que je sache, on pèse les pour et les contre. Le ministre d'État en charge de l'EPST absent, c'est son vice-ministre qui va recevoir ses élèves, les invitant à regagner leurs établissements. Didier Boudimbo va ensuite faire la ronde de ces quelques établissements dont les enseignants sont en grève. Il livre ici son constat, ses attentes, mais assorties d'une mise en garde aux allures des menaces. Il y a des grèves à gauche et à droite, mais nous n'avons pas d'interlocuteurs en face de nous. C'est vrai qu'ici, là où nous sommes, nous avons trouvé quand même, il y a des gens, il y a des enseignants qui sont assez responsables avec lesquels nous avons discuté. C'est vraiment une bonne chose. Et je leur ai demandé de répondre les cours déjà dès demain. Mais dans d'autres écoles, on a fait Bosangani, Boboto, les enseignants ne sont même pas au lieu du service. Il ne faut pas instrumentaliser les enfants et les enfants ne doivent pas payer le prix. Qu'ils viennent qu'on discute. Parce que si on ne discute pas, comment veulent-ils qu'on trouve des solutions? Si ces enseignants jugent qu'ils ne veulent pas discuter jusqu'au bout, peut-être qu'on fera ce que ce responsable a dit. On va prendre d'autres enseignants et on va les mettre dans ces écoles-là. Ces élèves des écoles conventionnées catholiques, pour la plupart finalistes et préfinalistes, ont également fait un sit-in devant le Palais de la Nation. Ils espèrent la reprise des cours dans les prochains jours et cette fois-ci, sans mettre à mal le programme scolaire déjà perturbé. Le rapport 2019 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement révèle que la RDC fait toujours partie de la catégorie de pays le moins avancé, autrement appelé nation le plus pauvre du monde. Ce rapport intitulé « Le financement extérieur du développement, aujourd'hui et demain, dépendance persistante, difficultés nouvelles » a recensé une cinquantaine de pays moins avancés dans le monde, dont une trentaine en Afrique. Selon les critères de l'ONU, la RDC n'est pas encore éligible à la sortie. Des progrès ont été certes accomplis dans les secteurs de la santé et de l'éducation en RDC. Pour sortir ces nations de cette situation, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a suggéré deux alternatives de politique déjà mises en place, notamment l'appel aux donateurs d'honorer leurs engagements de longue date sur l'aide au développement, le renforcement du rôle de pays moins avancés dans la coordination des interventions des donateurs et d'autres partenaires au développement, la mobilisation des ressources intérieures par le pays moins avancé et l'établissement d'une synergie aide-ressources mobilisées. Il faut noter que les pays les moins avancés sont sélectionnés sur base de critères précis, signalent les 10 rapports. Il s'agit notamment des revenus par habitant très faibles, soit le PIB en dessous de 1,025 $ américains, retard dans le développement humain et la vulnérabilité économique. Je peux vous appeler Victor. Ouais. Victor, est-ce que ces élèves ont-ils raison de dire qu'ils sont victimes de la gratuité? Vous avez suivi ces élèves qui ont témoigné à visage caché. Ils disent que la gratuité, c'est pour l'école primaire.
Mais ce sont les élèves du secondaire aujourd'hui qui sont pénalisés. Est-ce que pour vous, l'Église catholique ou les écoles conventionnées catholiques sont en rébellion, entre rébellion contre la décision du gouvernement? Non, madame, je ne dirais pas rébellion. Moi, je retourne d'abord au fondement même de la gratuité de l'enseignement. C'est vrai que la Constitution parle de la gratuité de l'enseignement qui est un principe. Mais aujourd'hui, avec la venue du président Félix Tshisekedi, nous avons senti qu'il y a une volonté de pouvoir faire les choses. La bonne volonté de pouvoir renouveler, faire des choses que nous puissions aller de l'avant. Mais moi, je retourne plus, c'est par rapport à l'encadrement. Il fallait des mécanismes pour voir comment est-ce qu'on peut maintenant mettre ça en pratique. Ça pose toujours un sérieux problème, le gouvernement n'a pas d'argent. On prend une décision, oui, parce qu'il faut prendre une décision, c'est tout à fait normal. La volonté politique donne déjà de l'avant déjà, mais il faut savoir quels sont les mécanismes qu'il faut prendre pour devoir que cela soit normalement effectif. Aujourd'hui, l'Église catholique, les écoles de l'Église catholique, c'est tout à fait normal, madame. Quand je prends l'école comme peut-être Boboto, ainsi de suite, ou un enseignant, ainsi de suite, oui, ou un enseignant peut-être tous $600, je prends au moins le minimum de ça. Et vous venez avec la gratuité de l'enseignement, vous demandez qu'il doit toucher $240, ainsi de suite, madame. Non, c'est absurde. Donc nous demandons ceci, c'est vrai qu'il y a une volonté politique, mais il faut de mesures d'encadrement, de mesures d'application pour mettre cela en œuvre. Donc aujourd'hui, le gouvernement doit, avant, moi je demanderai au gouvernement de pouvoir d'abord stopper la gratuité de l'enseignement. Est-ce que si le président Félix-Antoine Tshisekedi sursoit cette mesure, c'est un signe d'échec pour lui, un aveu d'échec, il ne peut pas le faire, il ne peut plus reculer. Non madame, non, s'il vous plaît. Il ne peut plus reculer, pourquoi? Si c'est une mauvaise décision prise à cette heure ici, madame, où le caisse de l'État, il n'y a absolument rien. Mais il y a l'aide de la Banque mondiale, les aides sont en train de tomber, les États-Unis, ailleurs, l'aide est en train de tomber. Nous avons tout avec nous ici au pays. Pourquoi penser toujours à l'extérieur? Pourquoi penser toujours à la Banque mondiale? Nous avons le méthode que ces gens-là viennent avec au pays. Aujourd'hui, c'est vrai que, moi je le répète, c'est une bonne décision. Aujourd'hui, la volonté politique y est. Mais il n'y a pas de moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut devoir encadrer cela. Aller palier par palier. Mais vous avez suivi le vice-ministre Boudimbo qui a dit, bon, les enseignants ne veulent pas parler, ils ne sont pas là. Il a presque menacé, il a dit, s'ils ne veulent pas négocier, s'ils ne veulent pas parler, ils vont les remplacer carrément. Non, mais madame, c'est ça maintenant, là où moi je trouve que le gouvernement est incohérent par rapport à ce qu'il fait. Pourquoi le gouvernement va imposer? C'est comme si vous n'avez pas d'argent et vous voulez imposer les gens. Cherchez d'abord le moyen avant d'imposer les gens, madame. Donc le gouvernement devait avant tout prendre de mesures étudiées, d'études de faisabilité. C'est tout à fait normal, madame. Avant de prendre une décision, faire d'abord études de faisabilité sur terrain. Est-ce que la décision que nous allons prendre aujourd'hui, oui, nous devons respecter la Constitution. Ça, c'est tout à fait normal, madame. Mais par rapport à l'application... Pourquoi seulement les écoles catholiques qui sont en grève? Parce qu'il y a les privés, bon... Est-ce que les privés ne sont pas... Non, mais les privés, cette mesure ne les concernait pas, la gratuité. Moi, je retourne au fondement, même, madame. Prenons le frais de fonctionnement. Vous remettez à une école comme Boboto, comme ainsi de suite, $50 ou bien 30 000 francs, ainsi de suite, pour les frais de fonctionnement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, madame. C'est comme ça que nous demandons. C'est une bonne mesure. Oui, nous devons respecter la Constitution. Mais avant de prendre cela, il fallait qu'il y ait des études de faisabilité sur terrain. Donc le vice-ministre est en train de menacer, c'est ça? Non, mais il est en train de menacer les enseignants. Non, mais madame, les enseignants sont dans leurs droits. Il faut leur payer. Les élèves sont là, ils doivent étudier. Le gouvernement devait normalement prendre des mesures d'application. C'est comme le découpage territorial à l'époque, sous Joseph Kabila. Le découpage territorial était dans la Constitution, mais il n'y avait pas eu de mesure d'encadrement. Évidemment, madame. C'est ça que je dis. Si je dis, nos politiques doivent être des hommes d'État, des hommes responsables. C'est vrai qu'il y a une volonté politique de pouvoir faire avancer les choses. Mais au-delà de ça, l'application sur terrain. Moi, je pense qu'il fallait aller palier par palier. Pour devoir réussir cela. Je prends l'exemple de l'ex-régime, le président Joseph Kabila. C'est vrai qu'il y avait une gratuité, mais il y avait une étude de faisabilité. Nous sommes dans la continuité de l'État. Il fallait continuer avec ces études-là et à la fin de compte, maintenant, prendre une décision où nous allons imposer. Mais aujourd'hui, avec ce que je suis le vice-ministre, je suis désolé pour lui. Et moi, j'encourage les enseignants de l'Église catholique. Je les encourage. De demeurer ainsi, si, de demeurer ainsi. Mais les autres, il y a déjà perturbation du calendrier scolaire, Victor, parce que là... Madame, c'est ça, je reviens. On est presque à la fin du premier trimestre, les élèves n'ont presque pas étudié. Madame, Victor. Je reviens. Ces problèmes-là, c'est dans tous les secteurs, sociaux du pays aujourd'hui, où on prend des décisions, où nous avons de lois, mais l'application pose un problème. Un vice-ministre ne peut pas venir à la télé, venir imposer aux gens une démarche alors qu'il n'y avait pas de concertation ou bien il n'y avait pas de mesures d'application.
C'est vrai, nous devons respecter la Constitution. Je retourne encore avec mes propos, madame. Nous devons respecter la Constitution. Mais, s'agissant de l'enseignement, de la gratuité, il faut des études de faisabilité et aller palier par palier. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement peut faire marche arrière? Évidemment, madame. C'est humain. C'est l'œuvre reste humaine, madame. Si ça n'a pas marché, on retourne en arrière. C'est ça. Il faut des fois, c'est quand je dis, madame, aujourd'hui, nous devons voir des hommes. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui sont satisfaits de cette augmentation. Il y a des professeurs, des enseignants qui disent, j'ai touché autant. Maintenant, avec la gratuité, j'ai $250 par exemple. Donc, il n'y a que les catholiques qui ne veulent pas de cette gratuité. Ça donne l'impression qu'il n'y a que les catholiques qui ne veulent pas de cette gratuité. S'il vous plaît, madame, vous travaillez ici à Congo Web TV, où vous avez un salaire ou quelque chose où on vous paye la fin du mois. Et que vous vous retrouvez, on vous dit, bon, vous avez par exemple $600, on dit, bon, ça va, l'État va régulariser les choses, vous descendez à $240, madame. Vous pensez-vous ça? Ils ont de familles. Ils ont des familles à nourrir, ils ont des enfants à scolariser, à l'université, ainsi de suite, madame. Moi, je crois qu'il faudrait que le gouvernement mette d'abord stop. Revenir aux concertations. Savoir maintenant faire des études de faisabilité afin de pouvoir aller palier par palier. Moi, je peux comprendre, madame, avec $240, moi, je viens de l'intérieur du pays, madame, $240, c'est beaucoup. La gratuité est vraiment effective à l'intérieur de la RDC? Pas vraiment, madame. Pas vraiment, même à l'intérieur, c'est pas effectif. Quand je prends Goma, aujourd'hui, c'est l'église catholique qui se lamente parce que l'église catholique met de moyens. Les parents payent. L'église catholique sait comment payer les enseignants, comment avoir un frais de fonctionnement. Mais aujourd'hui, vous coupez, vous remettez $50 pour un frais de fonctionnement, madame. C'est absurde. C'est comme ça que nous demandons au gouvernement Ilou Kamba aujourd'hui. C'est vrai que c'est une décision qui a été prise avant qu'il ne soit nommé, avant qu'il ne soit investi. Mais nous demandons aujourd'hui, il faut qu'il retourne un peu en arrière et faire des études de faisabilité, de concertation. Ce n'est pas ce qu'on a vu ainsi de suite, mais aujourd'hui, c'est faire des concertations pour l'application sur terrain. Ça pose un sérieux problème, madame. Vous avez parlé de l'Est de la République. À Goma, comme vous le savez, il y a eu encore un autre crash ce dimanche. Selon les dernières sources reçues par actualité.cd, merci Stani Boujakera, il y a à peu près 24 corps retrouvés. Tessongo, Victor, cela repose le problème de la circulation de ces... Comment je peux dire, de ces cercueils ambulants en République démocratique du Congo? Qui doit-on sanctionner par rapport à ces crashs à répétition en RDC? On ne comprend pas. Quels sont ces avions qui survolent notre espace, qui crashent à tout bout de champ comme ça? Madame, le tout, il faut la réforme. Nous ne devons pas rester dans les anciennes histoires de 1960, ainsi de suite. Il faut une bonne politique managériale concernant ces domaines d'aviation, madame. Il n'y a pas un contrôle technique. Il n'y a rien qui s'est fait, madame. Quel est le rôle de l'RVA? Quel est le rôle du gouvernement congolais, du ministre? Aujourd'hui, madame, si nous sommes dans un pays sérieux, le ministre des Transports devait démissionner. Il devait démissionner, ce n'est pas le premier forfait, madame. Nous avons connu avec la tonneau de... Voilà. Évidemment. Aujourd'hui, nous avons encore... Aujourd'hui, paix aux âmes des familles qui ont perdu. Et les Congolais, nous avons perdu nos chers aussi dedans. Mais madame, il faut maintenant s'interroger. Je crois que ce gouvernement, madame, a beaucoup à faire. Ce gouvernement doit mettre de base. C'est vrai qu'on entend beaucoup de ce gouvernement, mais nous voulons une volonté de pouvoir mettre des bases solides, des fondamentaux. C'est comme ça que nous, la société civile, nous disons aujourd'hui, nous avons accepté cela, mais il faudra maintenant mettre des mécanismes de suivi, c'est-à-dire faire de conditions citoyennes pour devoir amener le gouvernement à prendre des décisions qu'il faut, madame. Donc aujourd'hui, nous avons c'est-à-dire un sérieux problème d'une bonne politique managériale dans le pays. Je crois que le président Félix, je crois que son gouvernement, il faudra installer cela. Nous naviguons à vue, c'est ça? Évidemment, madame. Est-ce qu'un pays peut marcher tel que nous marchons aujourd'hui, madame? Vous voyagez, madame. Regardez à côté de nous. Moi, j'ai eu la chance de marcher, d'aller quand même au Rwanda, ainsi de suite. Regardez à côté de nous, madame. Qu'est-ce qu'ils ont? Nous avons tout ici au pays. Nous avons tout. Je crois qu'aujourd'hui, madame, c'est vrai que le gouvernement Ilou Kamba a trouvé, il y a beaucoup de choses à faire, madame, mais le mieux à faire, c'est quoi? C'est de se mettre ensemble et de pouvoir maintenant raisonner quelle est la bonne politique que nous devons maintenant d'abord implanter. C'est vrai que les résultats viendront après, mais il faut déjà commencer par implanter une bonne politique managériale. Comme vous avez déjà parlé du gouvernement, nous allons aller à l'Assemblée nationale. Vous le savez, il y a eu examen de budget cette année l'élection du rapporteur, hein, le poste qui était vacant a été, en tout cas, il y a eu élection à l'Assemblée nationale et ce poste n'est plus du tout vacant. Avec la toute expérience que j'ai de la vie
Jacques Lungwana est le nouveau rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Sur les 40 députés votants, 211 lui ont accordé leur suffrage devant le député Pétillon Mundia et Albert Fabrice Pouella, tous de l'opposition. Nous espérons qu'il va essayer d'apporter l'équilibre pour améliorer la proximité du bureau avec l'ensemble des députés et surtout être l'oreille pour aider le bureau à écouter toutes les tendances. C'est pas le MLC, c'est toute l'opposition, je dirais même que c'est toute l'Assemblée. Parce que le MLC dans la salle n'a que 17 députés, le groupe MLC ADN nous sommes à 27, mais l'honorable Lungwana a été élu avec plus ou moins 211 voix, donc ce n'est pas le MLC seul, c'est l'ensemble des députés qui ont exprimé leur suffrage. Je vous rassure que ces élections vont ressouder l'opposition. Nous sortons, et je le déclare aujourd'hui, nous sortons très consolidés, très unis après ces élections, et vous allez vous en rendre compte. Ce que nous attendons de Lungwana, c'est d'agir conformément à ces dispositions du règlement intérieur, pas autre chose. Cherubin Okende, l'un des 4 candidats en lice, s'était retiré de la course à quelques minutes du démarrage du vote. Ce proche de Katumbi dit n'avoir pas supporté de voir le sort de l'opposition être tranché par la majorité parlementaire. Le poste de rapporteur adjoint était le seul resté vacant et l'unique réservé à l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Avec l'élection de Jacques Lungwana, le bureau Mabunda affiche désormais complet. Ce projet de loi de finances, à en croire le Premier ministre, est principalement axé sur le social et alloue de moyens conséquents pour la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, ainsi que l'accès aux soins de santé universels. Les dépenses sociales sont situées à 30,1% du budget, dont 21,8% pour l'éducation, 5,9% pour la santé et 2,4% pour la protection sociale, a révélé Ilunga Kamba. La part de la gratuité de l'enseignement dans le budget global s'élève à 11,3%. Un effort est consenti, rassure le Premier ministre, pour prendre en charge l'enveloppe totale de la rémunération des enseignants au cours de l'exercice 2020, le fonctionnement des écoles et de bureaux gestionnaires. La construction et la réhabilitation des infrastructures scolaires, l'acquisition des kits scolaires et matériel didactique, ainsi que la mise en place de cantines scolaires, a fait savoir le chef du gouvernement. En outre, le Premier ministre s'est engagé à lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Signalons que 4 points ont fait l'objet de l'intervention du patron du gouvernement ici à la Chambre basse du Parlement. D'entrée de jeu, Ilunga Kamba a fait un bref aperçu de l'environnement économique récent, aussi bien sur le plan national qu'international. Le chef de l'exécutif central a par la suite abordé les grandes lignes du cadre budgétaire à moyen terme qui définit la trajectoire des finances publiques découlant du programme du gouvernement pour la période 2020-2022. Le 3e point était axé sur la description de la situation de l'exécution du budget de l'exécutif central au cours du premier semestre de l'exercice 2019. Enfin, il a présenté le projet de loi des finances exercice 2020. Le dit projet s'inscrit dans l'optique de la mise en œuvre en année pleine du programme du gouvernement qui couvre les 5 années de la mandature. Victor, nous avons suivi, toi et moi, le budget a réservé 11,3% de l'enseignement. Nous revenons donc, il y a une petite augmentation tout de même. Donc l'enseignement aujourd'hui est quand même mis en exergue pour le traitement dans ce budget. Évidemment, madame, j'ai suivi aussi les premiers ministres au niveau de l'Assemblée nationale lors de ces interventions. C'est tout à fait normal, c'est bon, nous encourageons cela. Et même par rapport au budget, mais nous allons plus nous reposer par rapport à l'application. Mais madame, aujourd'hui, nous savons que ça pose un sérieux problème. C'est comme ça que nous allons demander au Premier ministre de mettre tout en œuvre pour devoir appliquer ce budget dans toute la couche sociale du pays. Il serait très normalement. Et puis de deux, l'Assemblée nationale doit surveiller, doit contrôler vraiment l'effectivité si réellement le budget sera appliqué, madame. Parce que nous savons dans ce pays, madame, oui, on nous amène des chiffres, ainsi de suite, madame, mais l'application sur terrain, on dit 11%, mais l'application c'est 2%, c'est 3%. C'est comme ça que nous demandons à madame Janine Mabunda, la présidente de l'Assemblée nationale, de pouvoir mettre des mécanismes pour devoir contrôler le gouvernement.
contrôler chaque jour par rapport à l'application du budget 2020. Je crois que c'est une bonne chose, nous encourageons cela, mais il faut des mécanismes de pouvoir contrôler cela, madame. L'élection de Jacques Lungwana, le choix porté à Jacques Lungwana du MLC, pour vous, c'est une bonne chose. Nous avons vu, notre excellente consoeur a dit qu'à quelques minutes de l'élection, beaucoup de candidats sont retirés, donc comme Chérubin Okende. Une bonne chose pour l'unité de l'opposition congolaise, selon vous? Madame, je crois que notre combat aussi, c'est de voir l'opposition être unie. L'opposition, c'est une force, madame. L'opposition n'est pas là pour subir. L'opposition doit amener des choses, doit amener des propositions, doit critiquer le gouvernement, afin que cela puisse s'améliorer, les conditions de vie de la population puissent s'améliorer, madame. Donc nous saluons ces élections-là. Comme l'a dit le professeur Njoli, c'est l'équilibre. Donc je crois que le rapporteur adjoint va réellement jouer son rôle, ainsi de suite, madame. Donc nous saluons vraiment cette élection-là de M. Mungwana. Ok, merci. Donc nous allons parler cette fois-ci, mesdames et messieurs, de Ambongo, le nouveau cardinal de la République démocratique du Congo. Sa messe inaugurale, c'était le dimanche passé. Notre rédaction en a parlé en long et en large, et la réaction de Lamuka par rapport aux propos du cardinal Ambongo. Dans un stade de martyrs peint aux effigies du 4e cardinal de la RDC, la joie débordait l'assistance. C'est la présentation de son éminence Fridolin Cardinal Ambongo. Avec un message on ne peut plus clair à l'intention des politiques et autres croyants catholiques, le cardinal a signalé la fin du règne des arrogants symbolisé par la destruction du temple. L'heure est à la mutualisation des efforts pour un avenir radieux du pays. En réalité, le peuple est fatigué des querelles politiciennes complètement inutiles. Le temps des querelles est révolu. Il y a de nouveaux responsables qui sont en charge. Et quand vous êtes en charge, ne passez pas votre temps à vous quereller inutilement autour de futilités. Le sens de responsabilité veut que nous mettions de côté nos petits intérêts partisans et égoïstes pour nous concentrer et nous engager sur l'essentiel qui est l'avenir de notre peuple. À cette occasion, le président de la République, Félix Tshisekedi, a remis au cardinal Ambongo une Jeep 4x4 en signe de cadeau pour son élévation. Plusieurs participants à la messe ont approuvé le message de l'archevêque métropolitain de Kinshasa, cas de certaines figures de l'espace politique congolais. Il a demandé que nous puissions tous abandonner l'arrogance. L'arrogance habite chacun d'entre nous. Il faut éviter les sentiments partisans. Unissons-nous pour bâtir un Congo nouveau. Je pense que Moïse Katumbi l'avait dit. Ce qui est important, c'est le Congo. C'est le devenir du Congo et des Congolais. Et que nous devons participer, bien qu'en étant de l'opposition. Mais regardez ce qui va et ce qui ne va pas. Inutile de nous quereller puisque la population est en train de souffrir. Nous ne devons pas attendre que nous soyons aux affaires pour faire marcher les choses. Il s'y est de rappeler que ce fut le 5 octobre dernier à Rome que Fridolin Ambongo a été créé cardinal par le pape François. D'entrée des jeux, Faustin Kwakwa hausse les tons pour dénoncer tout d'abord l'illégalité des institutions de la République. Quand on a des institutions illégales, on ne peut pas espérer un changement. Et visiblement, nous le sentons, nous le voyons, nous le vivons. Le fait que l'institution, surtout présidentielle, et même le Parlement, soit monté de toutes pièces par des gens qui n'étaient même pas élus, nous font voir des scènes déplorables pour notre pays et je vois mal qu'on puisse parler du changement. Ces membres de la Mouka revient sur la demande du cardinal Fridolin Ambongo qui appelle les politiques à mettre fin à leur querelle et de promouvoir le développement du pays. Pour lui, Martin Fayulu a déjà tendu la main en proposant le plan de sortie des crises de la République démocratique du Congo. Il y a aujourd'hui sur la table une proposition de sortie de crise présentée par le président Martin Fayulu. C'est quoi sinon une main tendue?
pour trouver une solution. Une solution citoyenne, sage, qui doit nous amener tous à prendre conscience que ça ne va pas. Quant à l'option de voir Fayulu mettre fin à son combat sur la vérité des urnes, Faustin Kwakwa répond ce qui suit. Jésus dit, je suis la vérité et la vie. Et quelque part, il ajoute en disant, la vérité vous rendra libre. Si la vérité doit vous rendre libre, la liberté, c'est le socle du développement. Le problème de la vérité, qui est déjà biblique, chrétienne, doit se maintenir si nous voulons aujourd'hui au Congo trouver des solutions aux problèmes que nous vivons. Sinon, on fait fausse route. Décidément, on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est cet acte-là de... Le cardinal a dit, hein, Victor, il faut que ça cesse le règne des arrogants, il faut que l'arrogance cesse dans le chef de nos politiques. Pour vous, que comprenez-vous par ce terme arrogant? Madame, je crois que j'ai un profond respect au cardinal, mais il y a deux mots, c'est un leader, il y a deux mots qu'il faut tenir. Il y a deux mots qu'il faut apaiser. C'est vrai que le pays aujourd'hui, nous savons d'où nous venons, nous savons où est-ce que nous sommes aujourd'hui, madame. Il y a deux mots appropriés à pouvoir faire. C'est le clergé, c'est le père de tous. Il y a deux mots, il faut un peu avoir de mots... Qui aime bien châtie bien. À l'époque, c'était les médiocres, aujourd'hui, ce sont les arrogants. Je ne refuse pas, madame, je ne refuse pas. Quel mot devait-il employer selon nous devons éviter le spectacle devant les gens, madame. C'est tout à fait normal. Je dis ça, il faut éviter le spectacle. Le cardinal a un profond respect pour lui, madame. Mais c'est un père, il doit avoir de mots apaisés, des mots, c'est vrai que ce sont des mots qui parlent beaucoup, mais des mots qui appellent à un rassemblement, madame. Je suis tout à fait d'accord avec sur d'autres lignes, madame, où il appelle le pouvoir à pouvoir faire un travail exactement, pour le pays. Pas des querelles politiciennes. Pas des querelles politiciennes. Oui, madame, ça existera toujours. S'il n'y a pas de querelles, il n'y a plus de la politique, madame. Mais le cardinal doit avoir de mots aussi appropriés. J'accepte qu'ils disent que non, il faut que le pouvoir puisse travailler pour le pays, ainsi de suite. Tout à fait normal avec lui. Et son discours, à la fin, j'ai quand même aimé son discours, un discours d'apaisement, ainsi de suite, madame. Donc c'est tout à fait normal que les cardinals posent, donner un élan, c'est un clergé. L'église doit montrer la lumière. L'église doit montrer le chemin. L'église doit montrer ce qu'il faut faire pour le développement du pays, madame. Je crois que le cardinal, c'est bon, il a fait un bon discours, mais il y a de mots, il y a de petites phrases qu'il doit élaguer dans son discours. C'est peut-être par rapport à sa personnalité. Il ne mâche pas les mots, il dit les choses telles qu'elles sont. Non, hein. Quand c'est vert, c'est vert. Quand c'est bleu, c'est bleu. Non, madame, il a dit fini le règne des arrogants. Il sait de quoi il parle. L'arrogance dans certains politiques, le comportement de certains politiques. Non, madame, si j'ai pas l'acte sens pour devoir expliquer ou bien comprendre ce qu'il a dit, tout à fait normal avec lui. Mais moi, je parle le mot employé. N'est pas très rassembleur pour vous. C'est toujours diviseur. C'est comme le médiocre à l'époque. Hein, évidemment, madame. Comme on l'avait dit à l'époque. Il faut tenir compte de l'avenir du peuple, comme on l'a dit, plus de querelles politiciennes, plus de futilité. Mais nous revenons à la vérité des yeux. Nous avons suivi ce cas de la Mouka. Il a dit que les institutions sont illégales. Donc, tant que les institutions seront illégales, il n'y aura pas un développement. Donc, et que Martin Fayulu a proposé un plan de sortie de crise. Y a-t-il une crise en République démocratique? Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise, madame. Je crois que j'ai rencontré M. Fayulu plusieurs fois après les élections, c'est-à-dire après la proclamation de résultats au niveau de la Cour constitutionnelle. J'ai rappelé ça à M. Martin. Je lui ai dit qu'il était temps maintenant de pouvoir nous rassembler et de voir comment nous devons marcher. On a l'impression que Victor Tessongo aujourd'hui est pro-Fachi, hein? Non, on a la sensation qui ressort de vos propos. Non, je ne suis pas un pro-Fachi, madame. Mais je vais donner à Félix la chance de pouvoir faire quelque chose de bon pour ce pays, madame. Donc nous devons donner... Aujourd'hui, si Félix échouait, c'est le peuple qui demeure dans la souffrance, madame. Je crois que c'est un discours que tout le monde doit mettre dans sa tête. C'est un peu le propos de Daniel Safou. Évidemment, madame, je dis ceci, je le répète encore. Aujourd'hui, si le président Félix échoue, c'est le peuple qui demeure dans la souffrance. Il y aura des tueries à l'est du pays, il y aura des inondations qu'on ne sait pas comment contrôler, il y aura des crash, il y aura beaucoup de choses, madame. Donc aujourd'hui, même par rapport à la coalition, je reviens, même c'est pas une question posée dans ça, madame. Donc, moi, je crois qu'on doit donner la chance au président Félix de pouvoir amener, de pouvoir donner. On sent qu'il y a une volonté de pouvoir amener les choses en bon chemin. Et donc le peuple et l'ensemble du peuple et tout le monde devront contribuer pour devoir faire marcher les choses. Victor, vous le savez, Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15
Collaborateur. Exactement, vous avez trouvé le mot qui pouvait l'aider à changer le mind du Congolais, la mentalité du Congolais. Personnellement, et en âme et conscience, en toute vérité, Victor Tesson, est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État est entouré des collaborateurs sérieux qui l'aideront? Parce que c'est vrai, on a dit que vous allez l'aider, mais peut-être que vous n'êtes pas son conseiller très proche. Mais ceux qui sont vraiment à côté de lui, est-ce qu'il l'aide dans son travail aujourd'hui? Parce que beaucoup de choses se disent par rapport aux collaborateurs. Non, madame, je dirais non. Exactement. Et je regarde bien la caméra qui est devant moi. Si le président me suivra, je crois que ce sera quelque chose qui pourra lui aider. Le président doit revoir son entourage. Il doit être entouré par des personnes capables, des personnes des terrains, des personnes qui ont une vision pour conduire le pays. Et aujourd'hui, je dis non, madame, il n'y a personne aux côtés du président de la République qui lui aide dans un bon sens pour que le pays puisse avancer. Non, il n'y en a pas, madame. Et le même cas, nous allons le retrouver d'ici peu, en 2023, et ça va se sentir, madame. Donc le président de la République doit devoir préparer son chemin, doit devoir préparer que le peuple puisse se retrouver. Son entourage n'inspire pas une confiance vis-à-vis du peuple congolais. Il faut se dire la vérité, madame. Nous avons les affaires 15 millions, nous avons beaucoup de choses qui se passent actuellement au sein du pays, madame. Le président de la République doit ouvrir les yeux. Le président, s'il veut réussir, il doit s'entourer des personnes capables, des personnes ayant une vision pour ces pays. Voilà un peu ça, c'est mon discours, madame. Quand vous allez parler de ces collaborateurs, nous allons parler un peu, vous dites qu'il n'y a pas de crise, mais selon une certaine opinion, et selon Martin Fayulu, il y a une frange de la population, parce qu'il y a crise, parce que vous avez vu un peu ce qui s'est passé entre le FCC et le CACH ces derniers temps. C'est là a commencé, ça a pris de l'élan après cette histoire des effigies qu'on a brûlées au Katanga. Nous avons vu comment ça s'est escaladé, en tout cas, entre FCC et CACH. Et Vici, une institution de la société civile, a parlé. Et nous allons entendre la communication de Fils Moukoko, qu'on appelle le gardien du temple. C'est une grande honte pour ceux qui se sont dit oui devant le peuple congolais. Je dis ça par rapport à la signature officielle de l'accord cadre ou l'accord politique annonçant la naissance de la coalition FCC-CACH. On se demande si seulement cette coalition veut nous amener vers un vide ou vers l'inconnu. Avec ce que nous vivons ces derniers temps, il est clair qu'il n'y a plus raison de vivre ensemble. Il faut catégoriquement dissoudre cette coalition, comme ça permettre au peuple congolais de respirer. On pensait qu'avec l'alternance, il y aurait quand même la calmité, il y aurait même la sérénité dans la gestion de la chose publique, mais malheureusement, Joseph Kabila et son partenaire n'avaient pas accordé la chance au pays et au développement du pays. Vous pensez que les propos de Félix Tshisekedi en Allemagne ont été vains? Nous pensons que c'est une simple flatterie. Il veut juste flatter son partenaire. Et en principe, il devait s'assumer comme président de la République. Il ne peut pas descendre trop bas pour dire qu'il donnait la chance à la coalition, alors qu'il est clair que la coalition ne veut pas lui donner la chance. Comment il va vivre comme ça? Il doit s'assumer et dire, écoutez, à partir du jour où je sens que ça ne va pas, la Constitution me dit, après une année d'élection, je peux dissoudre l'Assemblée nationale, j'attends, le moment opportun, je vais me prononcer. Et se prononcer, c'est à partir de février 2020, c'est pas loin. Pourquoi il doit avoir peur de dire cela? La dissolution, c'est pas possible, non? La dissolution est possible à partir de février 2019. Parce que la Constitution dit qu'il ne peut dissoudre qu'après avoir obtenu l'avis. On dit avis. Une simple consultation ne vaut pas obligation. Il consulte le président des deux chambres et surtout il dissout. Mais la décision de dissolution lui revient des droits. C'est un message pour l'apaisement des esprits des uns et des autres. Enterrer la hache de guerre, puis regarder dans la direction commune pour un avenir radieux du pays. Voilà la quintessence du discours du coordonnateur de l'ABT de ces jours. C'était au cours d'un point de presse. Fils Moukoko dit avoir entamé les consultations avec ses rivaux d'hier appartenant au FCC. J'ai déjà débuté des consultations avec des ailes dures dans le but que cette idée puisse avoir vraiment, puisse devenir une réalité. La paix n'a pas de prix, donc nous devons laisser un peu nos différends de côté dans le but de voir d'abord le Congo. Le Congo n'est pas de CACH, le Congo n'est pas de FCC, le Congo n'est pas d'ensemble ou de la Mouka, le Congo est pour les Congolais. En effet,
Le calumet d'épée fumée par les protagonistes devra être symbolisé par le lancement de la caravane dite de cohésion nationale, affirme le numéro 1 de la BT. À l'en croire, la cohésion nationale va au-delà de la coalition. Ensemble avec les volontaires de toute tendance politique, nous allons initier ce qu'on appelle la caravane pour la cohésion nationale et la paix. Mais ça commencera au Katanga, précisément au niveau de Kolwezi, là où il y a eu un peu des émeutes. La cohésion nationale, ça concerne même les gens qui sont apolitiques. Une fois matérialisée, cette démarche permettra de mettre fin aux querelles politiciennes ayant mis à mal pendant longtemps les relations entre les deux partenaires de la coalition au pouvoir. Victor, nous avons suivi cet activiste de Vichy qui n'a pas mâché ses mots. Il a été vraiment très 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 dur. Pour vous, d'abord, y a-t-il de l'eau dans cette coalition FCC Cash, Victor? Madame, je dirais c'est l'œuvre reste, je pourrais dire, elle est humaine, si je peux dire ainsi, madame. Donc, il y a toujours de couac dedans. Mais moi, je crois que nous avons l'obligation, en tant que peuple congolais, de voir que cette coalition puisse marcher. Parce que si elle ne marche pas, madame, c'est le peuple qui souffre. Faut pas, je le répète toujours, madame. Le pauvre peuple, c'est pas lui qui crée toutes ces histoires. Non, madame, s'il vous plaît. Il y a eu élection. Et il y a eu ces dessins après les élections. Le peuple congolais a décidé de donner le pouvoir au président Félix, a donné une majorité au président Joseph Kabila, madame. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le peuple qui a décidé. C'est le peuple qui a décidé, madame. Donc nous, aujourd'hui... Mais si ce peuple-là, puisque comme l'a dit Fils Moukoko, tout a commencé, en tout cas ce regain de tension, à Kolwezi, où les effigies de l'ancien président, du président honoraire, a été brûlées, et coup sur coup, eux, ils ont brûlé celle de Félix Tshisekedi. Donc ce peuple-là, vous parlez que c'est ce peuple à voter, mais ce peuple n'est pas pour cette coalition. On le sent sur le terrain, nous sommes journalistes, nous descendons, nous sentons que ce peuple ne veut pas de cette coalition, que cette coalition a été décidée à leur détriment. Beaucoup disent, vous avez suivi cet activiste, que d'ici février 2020, tout le monde, une grande majorité, veulent la dissolution du Parlement pour permettre au chef de l'État d'avoir sa majorité et de ne plus dépendre ou de ne plus consulter. Non, madame, s'il vous plaît, madame. Je dis, c'est le même peuple qui a voté le 30 décembre dernier, madame. C'est le même peuple qui a voté, c'est le même peuple qui a donné la présence au président Félix et une majorité parlementaire au président Kabila, madame. Moi, ce que je veux appeler aujourd'hui en tant que société civile, nous devons apaiser les choses, nous devons donner la chance à cette coalition à pouvoir faire quelque chose pour ce pays, madame. Donnons la chance. Donnons la chance au président Félix de pouvoir implanter ses marques politiques, madame. Aujourd'hui, si nous cherchons la dissolution ainsi de suite, madame, c'est le peuple qui va toujours souffrir. Le même système va toujours continuer, madame. C'est vrai que vous brandissez, ce peuple souffre déjà, ce n'est pas une souffrance de plus qui va gâcher quelque chose. C'est vrai que vous nous brandissez cette peur-là que si dissout le Parlement, il y aura quelque chose. Mais beaucoup disent que ce sera la porte de sortie d'ailleurs. Mais madame, nous retournons à une crise, madame. Nous retournons à une crise. Vous êtes activiste, vous avez suivi celui de Vichy. Si j'ai suivi, merci, c'est un jeune frère. Le président ne fait que flatter Joseph Kabila. Pourquoi il ne peut pas prendre une décision claire et nette par rapport à Joseph Kabila? Je ne crois pas se flatter. Et je ne crois pas que le président Félix a le main lié. Je ne crois pas. Il a été élu par le peuple. Et c'est à lui de pouvoir prendre une décision. Mais moi, je pense ici que nous devons donner la chance à cette coalition. FCC Cash, pour devoir améliorer les conditions de vie de la population, madame. Aujourd'hui, si nous cherchons à pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, ainsi de suite, madame, c'est créer encore une crise. Et cette crise-là, madame, c'est difficile à pouvoir régler cela, madame. Nous savons tous comment le pays marche par rapport aux crises, par rapport à quoi que ce soit qui arrive dans le pays, madame. Donc aujourd'hui, nous avons l'intérêt de donner la chance à cette coalition, afin de pouvoir amener le pays. Donc, raison de créer si, madame, je suis tout à fait normal. C'est tout à fait normal, j'encourage, même si déjà, entre-temps, je ne suis pas d'accord avec lui déjà, quand il a commencé avec ses histoires, madame. Mais sa conclusion me donne au moins l'espoir de pouvoir dire oui, effectivement, nous devons aimer la paix, madame. La paix n'a pas de prix, comme il a dit. Évidemment, ce pays doit vivre la paix, madame. Ce pays doit être reconstruit. Ce pays doit avancer. Ce pays doit avoir... C'est-à-dire, nous, jeunes, devons rêver aussi, madame. Mais cette paix, Tessongo beaucoup le dit, cette paix ne peut pas se faire sans justice. Aujourd'hui, comme vous le savez, les Européens, l'Union européenne a renouvelé les sanctions par rapport à certaines autorités de notre pays. Quel est votre point de vue? Parce que chez eux, la justice compte. On ne peut pas, au nom de la paix, faire tabula rasa de tout ce qui s'est passé.
passé. Madame, nous sommes un pays indépendant. Je veux la justice, madame. Je veux la justice contre le crime qui a été commis dans ce pays, madame. Mais ce n'est pas à l'Union européenne de venir sanctionner les gens ici. Aujourd'hui, ce n'est pas aux États-Unis. Non, madame, je le répète. Non, madame, je le répète. Vous avez la lucha avait notre. Non, madame, je ne parle pas ici en tant que lucha, madame. Je parle en tant que moi, madame. Je comprends. Je retourne dans le fondamental même de moi-même, madame. C'est vrai que nous voulons une justice. Le Rossi, le Kouloula, nos amis, ainsi de suite, nous voulons une justice, madame. Mais ce n'est pas l'Union européenne de venir nous dire, madame. Mais c'est une forme de pression. Qu'est-ce que vous voulez? À l'époque où tout le monde était pour, je ne suis pas d'accord avec ça, madame. Je ne suis pas d'accord avec ça. Aujourd'hui, vous êtes contre les sanctions de l'Union européenne. Madame, je ne suis pas d'accord. Ces sanctions-là, elle est inopportune. Mais non, madame. Le président de la République l'a bien dit. Il n'est pas là pour fouiner, c'est la justice de pouvoir le faire. Mais laissez la justice européenne faire son travail. Madame, nous avons vu avec M. Doli Makambo. Il a été condamné, madame. La justice ne fonctionne pas. Il faut que seulement un monsieur comme Peter Pam qui descend ici, il vient dicter la loi. Un petit fonctionnaire, madame. Vous êtes pour être clair, Victor Tesongo est pour la levée des sanctions par rapport aux autorités de l'époque. Évidemment, madame, mais laissez la justice, notre justice, maintenant travailler par rapport à ça. Et puis de deux, madame, s'il vous plaît. Mais c'est Peter Pam vient et donne de leçons ici, il faut d'avoir révoqué certains généraux, ainsi de suite, madame. Mais rappelez-vous, moi, la question que me revient dans l'esprit, madame. Je demande à tout le monde de ne pas être dupe. Pourquoi seulement lorsque nos forces armées s'engagent pour devoir neutraliser les forces négatives, c'est à ce moment où le ton se lève? Il y a un couac dedans, madame. Et avec les retours de M23, de certains soldats M23 dans l'armée, vous avez suivi cette proposition mais madame, ce sont les Congolais, Notre armée, ils ont commis quelques exactions. C'est ça que je dis, madame. Moi, je dis ici, madame, je ne suis pas contre la justice. Je ne suis pas contre la justice. Je veux qu'une justice soit faite, madame. Nous avons perdu des amis. Aussi Mukendi, c'est un ami. Nous avons perdu Likouloula, c'est un ami, c'est un grand frère. Nous voulons la justice, madame. Mais ce n'est pas l'Union européenne de venir nous dire. Ce n'est pas l'Union européenne. Si aujourd'hui la CPI demande, par exemple, qu'on extrade ces autorités ou ces généraux, qu'est-ce que vous allez dire? Mais qui lance des mandats, qui lance des mandats. Vous ne voulez pas de la justice internationale aujourd'hui? Madame, non, là, ce n'est pas la justice internationale, madame. L'Union européenne, ce n'est pas une justice internationale. Les États-Unis, ce n'est pas une justice internationale, madame. Non, non. Là, je dis non, madame. Ils sont partiels, Ils sont partiels, selon vous. Mais madame, s'il vous plaît. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, ces sanctions. S'il vous plaît, madame. Sous Kabila, vous étiez pour, madame, s'il vous plaît. Je prends un exemple plus facile, madame. Vous avez votre ami à côté, vous êtes dans votre couple et cet ami vient vous sanctionner chez vous. Vous allez aimer cela? Laissez que votre mari puisse vous sanctionner. C'est plus simple avec ça, madame. Lorsque je déduis aujourd'hui, l'Union européenne ne peut pas s'immiscer aux affaires internes du pays. Non. Même la charte des Nations Unies interdit cela, madame. Les États-Unis, pourquoi venir s'immiscer à nous? C'est là où moi je retourne toujours, madame. Je répète encore le mot. Pourquoi lorsque nos forces armées interviennent pour éradiquer les forces négatives à l'Est, madame? C'est à ce moment où le ton se lève. C'est à ce moment où les Américains se lèvent, les Européens se lèvent, madame. C'est qu'ils savent qu'ils gagnent là-bas à l'Est du pays. Moi, je réitère ce que le président de la République a dit. Il n'est pas là pour fouiner. C'est à la justice de pouvoir faire son travail. Nous l'avons vu aujourd'hui avec Doli Makambo, condamné. À 10 ans de prison. Eh bien, tout le monde a apprécié cette justice-là, non, madame, n'est-ce pas? Tout le monde a apprécié la justice. Laissons aussi que la justice puisse s'occuper des crimes commis dans ce pays, madame. Mais ce n'est pas à l'Union européenne, ce n'est pas à un petit fonctionnaire comme Peter Pam, envoyé spécial des États-Unis ici, qui va venir nous dicter de loi. Non. Non, madame. Et aussi, madame. Mais aussi, madame. Mais évidemment, madame. Évidemment, nous sommes réveillés par rapport à cela. Nous sommes réveillés. Nous sommes réveillés par rapport à cela, madame. C'est comme ça que je dis aujourd'hui, prenons l'exemple de ces généraux, madame, où ils demandent qu'il faut qu'on les révoque, ainsi de suite, ou bien par rapport au renouvellement des sanctions, madame. Vous savez combien prend... Et tous ces rapports, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez lu tous ces rapports? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la justice internationale qui n'a pas... vous dites que ce n'est pas international, l'Union européenne n'a pas le droit de fouiner ici, chez nous et tout ça. Est-ce que vous avez lu les rapports de ces gens-là qui sont descendus, qui ont établi des rapports? On vous donne des rapports et des rapports, mais notre justice à l'époque n'agissait pas. Non, Victor Tesongo, si vous voulez, allez porter plainte contre ces autorités et la justice va faire son travail. Allez-y si vous avez des éléments. Évidemment, madame, je suis un Congolais, madame. Si je me sens lésé, comme aujourd'hui le cas avec... Mais le Kouloula a été décédé. Madame, c'est comme aujourd'hui... Allez porter plainte. Madame, c'est ça. L'affaire est encore au niveau de la justice, avec Rossi Mukendi. Nous demandons aujourd'hui la réouverture des enquêtes au niveau... Pour les Kouloula, madame, nous le demandons. Vous avez demandé la réouverture du dossier? Si, nous avons demandé, madame. Nous le demandons chaque jour. Pour Rossi Mukendi, nous demandons chaque jour. Thérèse Pakampanga, nous demandons chaque jour, madame. C'est la justice qui doit maintenant faire. Mais là, moi, je ne veux pas ce quoi, madame. Ce sont des dictats qui viennent de l'extérieur. L'Union européenne, madame. C'est ça, je ne veux pas. Les États-Unis, non.
Nous voyons de maîtres de policiers au niveau avec de noirs aux États-Unis. Avez-vous déjà entendu que la RDC a demandé il faut qu'on puisse sanctionner tel ou bien la France, madame. Ou bien la France, madame. Ou bien la France, madame. Madame, ou bien la France, madame. Nous avons vu avec les gilets jaunes, madame. Il y a des choses qui se sont commises. Des violations graves des droits humains, madame. Avez-vous entendu un pays comme ça, c'est pour dire, voilà, c'est mixé dans des affaires internes? Pourquoi seulement l'Afrique, madame? Pourquoi seulement l'Afrique? Est-ce que quelqu'un vous a interdit d'émettre un point de vue? Vous dites? Est-ce que quelqu'un a interdit la République démocratique d'émettre un point de vue par rapport aux gilets jaunes? Personne n'a interdit, madame, mais personne n'a interdit. Mais il y a de limites, madame, par rapport à certaines questions internes, madame. Mais les relations internationales, c'est exactement coup sur coup aussi. Quand eux s'immiscent, pourquoi vous non, madame, elles s'immiscent parce qu'ils ont des intérêts dans ces pays. Je le viens dire. Non, madame, si je le reconnais. Tout à fait d'accord, madame, nous sommes faibles. C'est à nos autorités. Non, madame, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis, madame, même l'aide de la Banque mondiale pour aider la gratuité de l'enseignement. Moi, je crois que le président Félix doit refuser. Et là aussi, j'encourage le président Kabila, qui a refusé l'aide internationale. Ça, c'est un atout pour le pays, madame. Le président Kabila, nous ne l'avons pas compris bien avant. Moi, personnellement, je ne l'ai pas compris. Par rapport à l'aide... Pardon, s'il vous plaît. Non, madame, par rapport à l'aide internationale, le président Kabila avait catégoriquement refusé. Il le savait. Nous tous nous sommes levés par rapport aux élections. Il a dit qu'il va finir ces élections avec le propre moyen du Congo. Mais aujourd'hui, nous avons compris que ces gens-là, madame, qui viennent nous aider avec la gratuité de l'enseignement, c'est un couteau à double tranchant. Ce sont les mêmes personnes, madame, ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui sont bien avec le président Félix, qui parlent avec le président Félix, mais ce sont les mêmes personnes qui vont retourner contre lui, madame. Donc moi j'appelle aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans un monde de concert des nations, les Nations Unies devons nous aider entre nous, madame, mais il doit y avoir des limites. Les affaires internes, exemple pour l'Union européenne, le relèvement des sanctions, madame, comme madame Ida demande et les autres, madame, je dis non. Ce n'est pas un pays qui doit nous sanctionner. Laissons la justice, notre justice, pour devoir faire son travail. Et le président, j'ai réitéré ce que le président a dit, de ne pas fouiner et de laisser à la justice de pouvoir faire. Ce n'est pas le rôle du président de la République, c'est à la justice. Voilà. Donc faisons pression, madame, faisons pression au procureur général de la République, faisons des sit-ins sur lui, afin qu'il puisse poursuivre ces gens-là. Si, c'est ça, oui. Donc c'est ça, cette population de faire pression, tout ça, évidemment, pour qu'on puisse arrêter ces autorités citées dans certains dossiers. Nous allons prendre pas l'avant-dernier, mais ce dossier par rapport à la déchéance de Bamanissa. D'ailleurs, le président a réagi par rapport à ça. Il a dit qu'il est un peu fatigué des dictats des députés provinciaux. Hein. Bamanissa a été déchu de son poste de gouverneur. Il a d'ailleurs dit qu'il ne va pas le faire, il ne va pas, en tout cas, remettre sa démission. Et cette nouvelle attaque encore à Béni, notre rédaction, comme à l'accoutumée, devant vraiment ces dossiers brûlants, a réagi comme à l'accoutumée. Je suis surpris d'entendre qu'ils disent qu'ils demandent ma démission. Ce n'est pas comme ça que cela se passe. On est dans un état de droit et on n'est pas non plus appelé à faire n'importe quoi et n'importe comment. Ils ont exigé votre démission après les votes de cette motion de défiance. Oui, c'est ce que je dis. J'ai entendu qu'ils ont demandé. Alors moi, je pose la question, est-ce qu'ils sont capables de gérer ma démission? Puisque je vous dis que c'est une procédure qui n'est pas correcte, donc il y a lieu de l'attaquer. Et pour l'Ituri, ce n'est pas pour moi. Pour l'Ituri, je ne vais pas déposer ma démission. Je vais faire rapport au chef de l'État qui n'a pas apprécié cette attitude des députés depuis quelques jours. Et ces députés sont en train de montrer un geste de rébellion. Que si nous ne voulons pas qu'il y ait des problèmes dans l'Ituri, nous en appelons au calme, que la population soit calme. Cette question, elle a jeté un discrédit et elle a jeté vraiment une mauvaise image sur l'Ituri. Et nous nous en excusons, en tout cas auprès de tout le monde. La tension était vive ce mercredi 20 novembre 2019 à Oicha. Les activités ont tourné au ralenti après la tuerie des civils enregistrée cette nuit. Le jeune en colère était dans la rue ce matin au nord de la ville de Béni pour protester contre la mort de 7 civils tués à la machette et armes à feu par des présumés rebelles ADF. Il s'y est de noter que la situation est confuse sur place. Les manifestants ont barricadé la route et allumé le feu près de la base militaire des casques bleus.
Rappelons par ailleurs que les corps des victimes ont été dépêchés à la morgue de l'hôpital général des références de Béni par des éléments de l'ordre. Certaines sources parlent aussi des cas de disparition des enfants dans cette partie de la RDC. Après les passages des rebelles, ces attaques interviennent quelques jours après celles d'Embao, dont le bilan faisait état de 7 morts, 16 hommes et 8 enfants portés disparus, mais aussi 2 femmes enlevées. Victor, la loi est dure, mais c'est la loi, mais Bamanissa parle de la rébellion des députés provinciaux. Ils n'ont fait que exécuter ce qui est prévu par la loi. Là, ils peuvent révoquer un gouverneur, c'est prévu par la loi. Pourquoi ils parlent de rébellion? Si, c'est prévu par la loi. Bien sûr, madame, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nos assemblées provinciaux, c'est la pauvreté qui règne dedans, madame. Nous le savons, nous savons évidemment, madame, nous savons comment les motions sont montées. Nous savons comment le gouverneur tombe. Nous le savons, madame. C'est la pauvreté aujourd'hui au niveau de l'Assemblée provinciale, madame. C'est la pauvreté qui règne dedans. C'est-à-dire un député qui se réveille très mal, peut-être que sa femme est malade, ses enfants doivent aller en Europe, et il monte une motion. C'est presque insultant par rapport à ces gens-là. Madame, je l'ai dit, je pèse bien mes bons mots, mais madame. s'ils ont des dossiers quand même assez, parce que je ne pense pas aussi que tous les députés sont... permettez, pauvre entre guillemets, pour s'attaquer comme ça à un gouverneur du jour au lendemain. Non, madame, c'est la pratique, vous êtes journaliste, madame. Vous savez, mais vous menez des investigations, madame, et vous le savez. C'est vrai que c'est un grand plateau qu'on ne peut pas certainement affirmer cela, mais vous le savez. Mais moi, je le répète, nos assemblées provinciales, même déjà, partant même par rapport à leur élection, madame, nous savons comment ils sont venus, madame. Donc ça pose un problème aujourd'hui, la pauvreté. Doit-on laisser ces assemblées provinciales comme ça? Non, pour moi d'ailleurs, madame, je pense que c'est du gaspillage au niveau de l'assemblée provinciale. C'est des raisons de la tête de l'État, madame. Parce que je ne vois même pas ce qu'ils font réellement sur terrain, madame. Moi, je ne vois pas, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Évidemment, c'est juste peut-être mettre le gouverneur dans une situation un peu difficile, ainsi de suite. Mais moi, je trouve c'est budgétivore, madame, de pouvoir parler des assemblées provinciales aujourd'hui au pays. C'est prévu par la loi. Si, la loi a prévu, madame. C'est comme ça aujourd'hui, madame. Moi, je viens m'appuyer par rapport aussi à la révision constitutionnelle, madame. Et dans ces pays, nous devons revoir la Constitution. Nous devons revoir la loi sur la nationalité. Nous devons revoir beaucoup de choses, madame. Alors, sur la nationalité, vous êtes pour l'ouverture de la nationalité? Je vous ai au mot. Si, madame. Il faut la double nationalité. Si, je suis d'accord avec ça, madame. Nous avons nos compatriotes, nos frères qui sont à l'extérieur, qui veulent venir investir ici, mais sont butin à un problème. Doit-on rester toujours dans ces schémas-là, madame? Non. Je crois qu'on doit maintenant élargir, revoir la Constitution et dissoudre les assemblées provinciales. Je crois que c'est ça ne sert à rien, madame, c'est budgétivore. Non, Bamani a été rappelé à Kinshasa. Est-ce qu'il a dit qu'il n'allait pas céder, hein, madame, c'est le même mouvement. Mais les deux font la rébellion. Non, mais madame, mais au-delà de ça, madame, au-delà de ça, c'est le même mouvement, madame. C'est toujours de rappel du gouverneur. Mais quelle est la solution qu'on trouve après? C'est là où pose maintenant un problème, madame. Vous rappelez un gouverneur et il vient ici, il reste à Kin pendant 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il est ici. Et quelqu'un d'autre assume l'intérim, madame. Donc on tourne toujours en rond. On tourne en rond. Je crois qu'aujourd'hui... A-t-il fait quelque chose de mal pour que ces députés puissent lever cette motion de défiance? Non, mais madame, moi, par rapport à la gestion de Bamanissa, je connais personnellement Bamanissa, c'est quelqu'un de compétent que je connais. Mais par rapport à ce qui s'est passé dans sa province, là, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Mais moi, j'appelle aujourd'hui, il faut dissoudre les assemblées provinciales et laisser les gouverneurs travailler dans la paix, et avec leur chef hiérarchique, le ministre de l'Intérieur et le président de la République, ainsi de suite. Moi, je crois que les assemblées provinciales n'apportent absolument rien. La population doit élire le gouverneur, selon vous? Évidemment, madame, si. Que ça ne soit plus au second tour. Évidemment, c'est ça que moi je veux, madame. Laisser à la population de pouvoir se choisir leurs dirigeants au niveau des provinces. Et ça pourra permettre au moins que la population puisse avoir une figure, on dit, ben voilà, je me retrouve chez cette personne ici. Au lieu de pouvoir passer d'une manière indirecte, où nous savons le mode aujourd'hui des élections, madame, ça a posé un sérieux problème. Nous savons, il y a la corruption, même sur les procureurs généraux de la République se tuent par rapport à la question, à ces dossiers, madame. Mais dans un pays, dans un état sérieux, madame, je crois qu'il devait y avoir des décisions sérieuses par rapport à ça. Vous venez de l'Est, Victor, qu'est-ce qui se passe à l'Est? Nous croyons avec l'alternance que cette situation allait un peu être... je ne sais pas comment m'exprimer, ça fait tellement mal. Chaque jour on se réveille, il y a des images, 7 morts, cette fois-ci on a suivi les images assez atroces. Aujourd'hui encore un avion qui tombe à Goma. Est-ce que vraiment l'Est de la République...
Je peux même oser le dire. Est-ce que l'Est de la République est vraiment maudit? On n'y comprend pas. Non, madame, je ne dirais pas maudit. Je ne dirais pas maudit parce qu'il y a des bonnes personnes. Il y a des personnes qui pensent pour ces pays aussi, entre autres la Lucha qui est installée aussi là-bas. Il y a même quelqu'un de la Lucha un de nous qui est mort, vraiment, qui est tombé. Je ne sais pas le nom, madame. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Odia, quelque chose comme ça, c'est lui qui est mort, madame. Donc ça fait un peu mal de pouvoir voir un ami qui est tombé comme ça. C'est vraiment triste pour nous, madame. Mais au-delà de ça, nous revenons au gouvernement congolais, madame. Le président Félix a bien dit de pouvoir pacifier. Le président Félix a dit de pouvoir délocaliser l'armée pour qu'une base soit au niveau de l'Est du pays. Déjà fait? Je crois qu'il doit maintenant matérialiser cela, madame. Il doit matérialiser cela, madame. Et par rapport à l'Est du pays, madame, ça fait très mal. C'est une situation qui date aujourd'hui, madame. Et nous voulons que le gouvernement, le président Félix, le commandant suprême des armées, puisse aller lui-même s'installer aussi, pourquoi pas, à l'Est du pays, madame. Laissez Kinshasa aller à l'Est du pays, aller à Beni. Aller s'installer à Beni, madame. Où nous voyons le président, comme on le voyait avec le président Mobutu à l'époque, quand il y a une zone, il y a une guerre, il descend lui-même, avec une tenue militaire, il donne le commandement. Et même le simple fait qu'il descend lui-même, il est sur place, même pendant 2 ou 3 mois, il est à l'Est du pays, ça va apporter quelque chose de la paix dans nos familles, madame. Je crois que le président Félix aujourd'hui a l'obligation, a le devoir, il doit vraiment pacifier l'Est du pays. Que pensez-vous de la mutualisation des forces, comme on appelle ces derniers temps? Non, madame, je ne suis pas d'accord avec ça. La mutualisation des renseignements, parce que j'avais participé à une émission où le ministre de la coopération de l'intégration régionale, la coopération et de l'intégration régionale a dit que ce n'est pas une mutualisation des forces, mais une mutualisation des renseignements pour qu'on puisse traquer ces rebelles. Madame, je ne suis pas d'accord avec. Pourquoi Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Madame, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, ces pays-là n'aident pas la RDC à pouvoir pacifier l'Est du pays, madame. Ils sont complices. Aujourd'hui, le Rwanda avec le Colbat, le Rwanda aujourd'hui avec le smartphone, madame. Ça vient d'où? Ça vient du Congo. Ça passe où? C'est parce qu'ils ont semé des zizanies à l'Est du pays, madame. C'est là où même je parle à l'Union européenne, je parle aux États-Unis, ainsi de suite. C'est là où eux tous profitent. De cette situation. Mais si, ils profitent de la situation, madame. Ils profitent de la situation. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, les forces armées cherchent comment éradiquer les forces négatives? Vous venez avec des sanctions pour dire, voilà, tel général ne doit plus être là, madame. Vous savez combien de temps pourra prendre pour former un général, madame? Mais s'il est trompé dans des affaires louches... Laissez la justice congolaise faire son travail, madame. Mais on connaît aussi l'Est du pays, madame, l'Est du pays aujourd'hui veut une vision claire du président de la République. L'Est du pays veut aujourd'hui que le président de la République puisse aller s'installer à l'Est du pays. C'est tout à fait normal, madame. Je reviens avec la réintégration de ces M23 dans l'armée. Ça suscitait un bouclier de protestation. Qu'est-ce qui se passe? Là, moi, je ne suis pas d'accord, madame. Je ne suis pas d'accord. Il faut que ces M23 réintègrent l'armée? Mais ces M23 sont de Rwandais, sont de Burundais, ce sont les Ougandais, ainsi de suite, madame. Ce ne sont pas des Congolais. Mais on a autorisé ce qui peut se réintégrer. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette décision-là, madame, je crois que ce ne sont pas des décisions qu'il faut prendre. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut prendre actuellement au pays. Il ne faut pas prendre ce genre de décisions, madame. C'est encore rallumer le fait. Laissons que le FARDC, arrangeons que le FARDC puisse mettre de la sécurité et pacifier l'Est du pays, madame. Donnons le moyen au FARDC. Nous avons vu avec les Mamadou Ndala, nous avons vu avec les généraux Baouma, nous avons vu avec des généraux, nous avons des hommes capables aujourd'hui, madame, de pouvoir pacifier l'Est du pays. Il y en a. Dotons le moyen, les présidents de la République doivent juste doter le moyen Et pour la MONUSCO, Victor, le chef de l'État, vous l'avez suivi, il a dit que lui, il veut encore que cette mission se maintienne un tout petit peu en République démocratique du Congo par rapport à son prédécesseur qui voulait carrément son départ. Pour vous, la MONUSCO joue vraiment son rôle de force tampon. Mais madame, quelle est la raison d'être de la MONUSCO actuellement? Il vous aide avec comment on appelle ça, la logistique, par exemple. Vous n'avez pas, la MONUSCO vous appuie dans la logistique. Ça, c'est caché derrière les choses, madame, c'est caché derrière les choses. Nous savons la réalité des choses, madame. Nous savons la réalité. Moi, je me demande quelle est la raison d'être de la MONUSCO, madame. Quelle est la raison d'être de la MONUSCO? Qu'est-ce que fait la MONUSCO à Kinshasa? Les casques que nous voulons rouler ici à Surpoilo, rouler en ville à 23h, 22h, 1h du matin, 2h, 6h. Qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce que fait la MONUSCO ici, madame? Il devait normalement concentrer tout au niveau de l'Est du pays, s'il voulait vraiment aider les RDC. Qu'est-ce que fait la MONUSCO ici, madame? Les casques, vous êtes à Kinshasa, madame.
Allez-y à cette heure au niveau de poids lourd, vous allez voir des jeeps qui circulent. Moi, je peux dire que c'est le tourisme qui les mène ici aujourd'hui, madame. Qui fait la MONUSCO aujourd'hui? Je crois qu'en un moment, la décision du président de la République, ce n'est pas une décision, je pourrais dire, qu'il faut... Patriotique, c'est non, pas patriotique, mais ce n'est pas une décision qu'il faut prendre aujourd'hui. Si la RDC veut pacifier l'Est du pays, il faut chasser la MONUSCO. Je l'ai dit bien, il faut chasser. La population doit s'élever. Sans l'appui de la MONUSCO, vous êtes sûr qu'on va s'en sortir? Évidemment, oui, madame. Nous avons vu avec l'éradication de 1-23, madame. Avec le Mamadou Ndala, le général Baouma, ainsi de suite, paix à leur âme aujourd'hui, madame. Qu'est-ce que vous direz par rapport à eux? Ce sont des Congolais. Il n'y avait pas la MONUSCO. La MONUSCO qu'on revenait après qu'ils aient récupéré une ville et venaient s'installer après. Est-ce que c'est ça le rôle de la MONUSCO, madame? Moi, je crois qu'aujourd'hui, le président de la République doit reprendre sa décision de responsable du pays, de pouvoir demander à la MONUSCO de pouvoir aller. Aucun contraire, le peuple va s'élever. Parce que nous avons toutes les missions au monde des Nations Unies, madame, c'est lorsque le peuple s'élève contre eux. Les chasser par la force. C'est comme ça, c'est comme ça qu'ils partent. Moi, je crois qu'à l'est du pays, même nous, au niveau du mouvement citoyen Lucha et d'autres mouvements, si vous suivez notre ami qui était mort, c'était à cause de ça aussi. Rappelez à la MONUSCO, qu'est-ce que la MONUSCO fait actuellement? Qu'est-ce qu'elle fait actuellement, madame? Moi, je crois qu'aujourd'hui, madame, le président de la République doit revoir sa décision. Prendre une décision utile qui peut aider ces pays, c'est de demander à la MONUSCO de pouvoir partir. Sinon, le peuple va se lever et les chasser par la force. Face aux enjeux internationaux, peut-être que la RDC... Nous subissons, madame, nous subissons. La RDC ne fait que subir. C'est ça. C'est pour ça que je dis que nous ne sommes pas assez forts pour placer notre mot et demander... Non, mais le peuple est là, madame. Le peuple est là. Le peuple est là, madame. Le peuple est là. Moi, je crois qu'avec l'élan que nos frères au niveau de l'Est prennent actuellement, la MONUSCO va être chassée par la force. D'ici là. Nous allons prendre l'avant-dernier thème, mesdames et messieurs. Nous allons aller au Musée national où le président de la République l'a inauguré officiellement. Et nous allons parler un peu sport, les préparatifs par rapport aux Jeux de la francophonie. En présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ce samedi 23 novembre le musée national de la RDC. Situé sur le boulevard Triomphal, ce musée est le fruit d'une coopération entre Kinshasa et Séoul. Il comprend 3 salles d'exposition, 2 réserves totalisant 12 000 objets, un laboratoire de restauration moderne. Ces somptueux bâtiments de 6 000 mètres carrés comprend également une salle d'enregistrement sonore professionnelle, une salle polyvalente, une salle de conférences et une salle de séminaire. Cet édifice abrite aussi une salle de surveillance de 68 caméras, un espace pour le cafétéria et un autre pour la boutique de souvenirs. Prenant part à cette cérémonie, l'ambassadeur de Corée du Sud a vanté la richesse culturelle de la RDC. Le musée national de la RDC a pour charge la collecte, la conservation, la gestion, l'étude, l'examen et l'exposition du patrimoine culturel contemporain et moderne. Les artistes ont à cette occasion plaidé pour le rapatriement du patrimoine culturel de la RDC disséminé à travers le monde. Vous le savez déjà, la République démocratique du Congo va abriter la 9e édition du Jeu de la francophonie qui débutera le 23 juillet pour se clôturer le 3 août 2021. À une année et demie de jeu, les différentes commissions mises en place par le comité national s'activent déjà. Plusieurs réunions sont organisées question d'accélérer les préparatifs car la compétition pointe déjà à l'horizon. Cette réunion était relative aux visites officielles que venaient d'effectuer les experts techniques du comité international de l'organisation des Jeux de la francophonie dans différents secteurs. Nous avons un planning par rapport à l'organisation. Donc, comme tout travail, il y a un planning et nous allons constituer ce qu'on appelle la feuille de route. Il y a beaucoup d'éléments. Donc, nous sommes en plein travail parce que, comme vous savez, nous avons encore une année et quelques mois de préparation. Donc, ça fonctionne bien. Notre pays n'a jamais été candidat. Et pour une première fois, nous sommes déjà là. Donc, par rapport à la politique, par rapport à la culture, par rapport même à l'économie, il y aura des entrées. Ça, il faut bien qu'on se le dise. Il y aura des dividendes. Il y a des recettes qui vont être amassées. Et le pays en a besoin. D'autres réunions sont prévues dans les prochains jours.
nous avons vu, le chef de l'État lui-même a inauguré personnellement ce musée national. Et la problématique aujourd'hui, c'est le retour, le rapatriement de nos œuvres d'art de par le monde. Le syndicat de Colo d'ailleurs se bat, on le sait, pour le rapatriement des œuvres d'art, en tout cas disséminées à travers le monde. C'est une bonne chose, ce musée? Si, je crois que c'est une bonne chose. Ça nous appartenait, madame. Les colons est parti avec ça. Ça doit revenir aujourd'hui à nous, madame. Nous sommes un pays indépendant, madame. On ne dépend plus de la Belgique, ainsi, même s'ils viennent nous dicter par rapport à certaines choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est de notre droit de pouvoir récupérer ce qui nous appartient. Vous avez suivi le chef de l'État, il a dit qu'on doit y aller aussi à Molo-Molo. Ben oui, c'est évidemment, si, je le sais, ce n'est pas directement, ce n'est pas en amont, et ainsi de suite, madame. Mais je crois que ce qui est bon, c'est qu'il y a une décision qui a été déjà prise de pouvoir rapatrier cela. Je crois que c'est une bonne chose et nous encourageons cela, madame. Mais c'est vrai que quand on parle d'œuvres d'art, c'est une question peut-être aussi de personnelle. C'est vrai que quand on va dans un musée, on expose, mais quand vous exposez ça dans nos maisons, beaucoup de Congolais ne réagissent pas très bien. Quand ils voient par exemple un masque Teke dans un salon, ils disent Azandoki, ou ils évoquent les esprits. Pourquoi nous n'avons pas cette relation d'amour envers nos propres œuvres d'art? Non, mais madame, c'est aussi l'histoire. Je crois que notre enseignement de base, l'école primaire, on doit revoir beaucoup de choses. On ne doit pas nous amener la civilisation française, beaucoup de choses patati patata, alors que nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre histoire, notre propre histoire. Nous avons de grands professeurs comme Daiwel et d'autres, ainsi de suite, qui ont écrit sur le Congo. Laissons que cette matière-là soit, qu'on donne ça dans les classes de base d'histoire, madame. Les œuvres d'art, en tout cas, on n'a pas une histoire d'amour avec nos propres œuvres d'art. Même moi qui vous parle aujourd'hui, madame, j'en ai avec moi, mais je ne sais pas comment expliquer. Je le vois, c'est juste pour embellir la maison que je le mets. Okay. Mais je ne saurais pas comment expliquer, avec madame. 450 tribus, donc nous devons avoir. C'est ça, c'est pourquoi j'ai dit, madame, nous devons revoir même aussi notre enseignement de base. Il faut revoir beaucoup d'histoire. On ne peut pas nous donner l'histoire contemporaine, ainsi de suite, parler de la Révolution française, ainsi de suite, Napoléon Bonaparte, beaucoup de choses, madame. Alors que nous, ici, on ne sait pas, il y avait peut-être un chef Congo qui a fait ceci, on ne sait pas. On doit revoir beaucoup de choses, madame. L'histoire africaine doit être réécrite par les Africains. Évidemment, par les Africains, comme l'a dit même aussi Lumumba. Les Congolais doivent écrire leur histoire, madame. Je crois que même, c'est pourquoi je rappelle, les ministres d'enseignement qui me suivent, l'enseignement de base doit être reformulé, Est-ce que vous avez déjà visité ce musée ici? Non, pas encore, mais je loue quand même. Que c'est magnifique, hein. Si, je le loue, je loue l'œuvre, madame, c'est une bonne chose, même si ce sont d'autres personnes qui ont eu à construire pour nous, mais je crois que... Comme toujours, vous allez dire que... Je crois que... c'est la coopération qui ne sait où, non, mais quand même... la Corée du Sud. Si, mais je crois, mais madame, les Asiatiques, quand même, sont quand même sérieux, il faut se dire. Vous en êtes sûr? Les Chinois... Si. Les Chinois sont sérieux? Si, j'ai dit ça. Il ne faut pas ça. qu'on dise certaines choses. Non, madame, je l'ai dit aujourd'hui. Non, madame, aujourd'hui, le monde économique, nous tournons aujourd'hui vers la Chine. C'est parce qu'on sait qu'il y a quand même un partenariat gagnant-gagnant. Que ces gens viennent ici pour nos beaux yeux, Tessongo, il ne faut pas être crédule. Non, madame, s'il vous plaît. C'est un État qui vient avec ses intérêts, madame. Et mais quand même, nous, on en profite aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous offrons? C'est vrai que vous parlez toujours de l'aide des autres qui viennent. Qu'est-ce que nous donnons aux autres? C'est la question que moi je me pose. Vous parlez de l'aide de la Chine. Mais qu'est-ce que nous offrons aux Chinois? Si ce n'est que nos terres et nos minerais, qu'est-ce que nous offrons? Madame, mais nous avons nos minerais, nous avons nos minerais, madame. Nous ne savons pas comment les exploiter. Qu'est-ce qu'il faut faire en concret avec des personnes qui sont aussi sérieuses, qui veulent venir aider le Congo? Aujourd'hui, la Chine, c'est un partenaire absolu pour l'Afrique. Les Coréens et les autres, eux viennent, c'est un partenariat gagnant-gagnant, mais ce n'est pas comme les Européens, les Occidentaux, les impérialistes, hein, en un mot. Ils viennent, ils vous pillent, ils vous disent qu'on va faire ceci pour vous, mais à la fin de compte, ils ne font absolument rien. Vous en êtes sûr? Si, je le dis. Et je pèse même le mot. Moi, c'est là où des fois, il y a des thèses que j'encourage et j'approuve. Exemple, le président Kabila, de pouvoir signer avec le contrat chinois, même s'il faudra encore voir beaucoup de choses dedans, mais c'est une bonne chose. Même si nous avons de routes, ainsi de suite, qu'ils ont essayé un peu de faire, c'est une bonne chose. Je crois que nous devons tourner, le président de la République doit tourner son regard vers la Chine. Il doit arrêter avec les partenaires dits traditionnels. Aujourd'hui, on doit suivre Madame, qu'est-ce que ces partenaires traditionnels nous ont apporté dans ces pays? Madame, vous n'êtes pas de la dernière, vous n'êtes pas de la dernière pluie, madame, si je peux dire ainsi. Qu'est-ce que ces partenaires dits traditionnels nous ont apporté dans ces pays? Quoi? La guerre à l'est du pays, c'est ça la réponse. Réfléchissons froidement aussi, Tessongo. Est-ce que ce sont ces partenaires qui vous demandent de prendre des rétrocommissions? Est-ce que ce sont ces partenaires qui, quand ils donnent leur argent,
vous coupez vos commissions? Est-ce que ce sont ces partenaires qui vous disent allez voler dans les caisses de l'État? Est-ce que ce sont ces partenaires qui vous disent de détourner le coulage des recettes de plus de 15 milliards de dollars? Est-ce que vous allez tout mettre dans les dos des partenaires aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est trop faible. Si, madame, je le sais. La responsabilité, elle est partagée. Et la grande responsabilité est comme à nous, Congolais, à nos autorités, à nos dirigeants aujourd'hui, qui doivent se conformer. La rétrocommission, c'est du vol, c'est les détournements. Mais quoi besoin de tant vous dites madame. Et par rapport à la francophonie, au jeu de la francophonie, est-ce que c'était vraiment opportun, vu tous les problèmes que nous avons, est-ce que c'était vraiment opportun à la RDC d'organiser ces jeux de la francophonie en 2021? Madame, je crois que c'est bon pour nous aussi de pouvoir un peu nous divertir. La politique nous a un peu trop emballé. Des fois, il faut aussi se divertir. Je crois que le Congo aujourd'hui, c'est un grand pays au niveau de la francophonie. Nous jouons un grand rôle, nous sommes un grand pays vis-à-vis de superficie. Beaucoup de choses, je crois que le Congo doit bénéficier ainsi de suite. Et de ça aussi. Et puis de deux, il faut que le siège même de la francophonie soit installé en RDC. C'est absurde qu'on le voit dans un pays qui... Déjà pour le secrétaire général de la francophonie, vous avez laissé passer la Rwandaise Michikuabo. Arrêtons avec... Il y a beaucoup de couacs, dedans, madame, il y a beaucoup de couacs, mais en un mot, ce qu'il faut résumer, nous devons nous prendre nous-mêmes en charge, comme l'a dit Mouzé. Nous devons nous-mêmes nous prendre en charge, nous faire de nous-mêmes un grand, et c'est là où nous serons respectés à l'extérieur. Le petit pays comme le Rwanda, les Congo, le petit pays n'existe plus, s'il vous plaît, il n'y a plus de petits pays. On le voit dans le domaine du football. Non, mais je parle en termes, la géographie n'a rien à voir. Les petits pays n'existent plus. Il n'y a plus de grands ni de petits pays, ni par la superficie, ni pour... Parce que cette superficie ne nous emmène rien de bon. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le communiqué de Denis Mukwege, notre prix Nobel de la paix, et par le procès de Denis Makambo. En tout cas, ça fait tache d'huile, 10 ans de prison pour ce ministre provincial. Le docteur Denis Mukwege a lancé un appel à l'Union européenne, précisément à la France, pour le déploiement d'une opération inspirée de la mission Artemis. Proposition faite aux autorités congolaises et à la communauté internationale. Sauvons notre humanité et mettons fin à une indifférence qui prévaut face à ces actes de terreur et ces atrocités des masses qui endeuillent l'Est de la RDC. Tel est l'appel du réparateur des femmes. Il a insisté sur l'envoi des troupes d'élite dans le cadre d'une opération de type Artemis sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies pour protéger la population civile de Béni contre un terrorisme aveugle, a-t-il ajouté. Aux autorités congolaises, le docteur Denis Mukwege demande également d'envoyer la spirale des violences et mettre un terme aux crimes de masse et à la souffrance énorme que subit la population de Béni et ses environs. Près de 50 civils ont été massacrés dans la région de Béni en moins de 10 jours, rappelle le docteur Denis Mukwege. Le prix Nobel estime qu'on ne peut plus présenter des condoléances à cette population martyrisée sans agir. Il faut arrêter ces crimes odieux et traduire les auteurs en justice. 5 ans depuis, 5 ans terrorisés par des actes de cruauté qui dépassent l'entendement. Et face à cette situation, le monde s'était. Le verdict de cette affaire est très attendu par la population. Déjà, le ministère public a sorti ses griffes et accable Denis Makambo pour participation au meurtre de l'AG du centre de santé Vijana. Dans son réquisitoire, l'organe de la loi exige 5 ans de servitude pénale pour participation à l'arrestation arbitraire, 6 ans de servitude pénale pour participation à la torture, 10 ans de servitude pénale pour incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et 10 ans de servitude pénale pour participation au meurtre. Le ministère public a ainsi sollicité à la haute cour militaire de faire appliquer l'article 7 du Code des juridictions militaires en appliquant la peine la plus forte contre le ministre provincial de l'Intérieur. Pour ce qui est du prévenu Serge Kamanda, chauffeur de Denis Makambo, le ministère public a sollicité la peine capitale sans circonstances atténuantes. La défense a certainement respecté. Après cette étape, la Cour va se donner du temps pour examiner le réquisitoire du ministère public. Va-t-elle le rencontrer ou non? En tout cas, ce qui est certain est que Denis Makambo ne pourrait pas s'en sortir, comme ce fut le cas à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une fois condamné, l'homme perdra ses fonctions
de ministre provincial de l'Intérieur. Je sais déjà que Victor Tessongo est contre les propos de Mukwege parce que déjà, en suivant ce qu'il a dit dans cette émission, nous ne devons pas tout le temps tendre la main à l'Union européenne, demander de l'aide tout le temps et tout ça. Mais le docteur, le prix Nobel de la paix, veut que l'on brise le silence par rapport à ce qui se passe à l'Est. Compte bien, Victor, 50 civils tués en moins de 10 jours. Madame, je connais bien l'Est du pays. Je sais que vous connaissez. Mais deux fois, quand on voit les chiffres, les chiffres semblent vides. Les chiffres semblent abstraits. Mais quand on regarde les images, quand on voit la vie, le sang qui coule, les femmes violées, les photos, les images, comment nous, Congolais, comment nos autorités ne parviennent pas à briser ce silence sur ce qui se passe à l'Est de la République? Comment les médias internationaux, comment la communauté internationale n'aide pas la RDC par rapport à ce... Beaucoup disent d'ailleurs que c'est un génocide qui se passe à l'Est de la République. Oui, comment comprenez-vous le silence de la communauté internationale? Madame, moi je m'étais d'abord par rapport au silence de la communauté internationale. Je disais tantôt ici que la responsabilité revenait à nous, Congolais, à nos autorités. Le président de la République a prêté serment devant la Constitution, devant la nation. Et il a dit dans son discours inaugural qu'il va pacifier l'Est du pays. Je crois qu'il a une grande responsabilité pour aider ce pays, pour aider l'Est du pays. Certes que oui, nous savons bien la communauté internationale, moi je ne veux pas parler de ça parce qu'elle profite derrière ces massacres-là. Elle profite ainsi. Quand vous allez à Goma, madame, vous allez voir beaucoup d'ONGD. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Mais c'est pour profiter derrière ces massacres-là. Mais c'est maintenant à nous, Congolais, à nous, à nos autorités, au président de la République de pouvoir maintenant prendre des décisions qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pareil moment? Prendre des mesures qu'il faut, madame. Il faut pacifier l'Est du pays. Nos mamans, nos frères, ainsi de suite, ne doivent pas mourir comme des moutons, madame. Non. Ce n'est pas dit on entre dans une maison, on étrangle qui, on coupe ceci à machette, ainsi de suite. Non, madame. Je crois que ça doit prendre fin. La communauté internationale doit nous aider dans un sens positif, madame. Ce n'est pas dans le sens où il vient, il sème la zizanie, il récupère nos minéraux et il part. Non. Mais c'est aussi à nous, Congolais, aussi, madame, comme je disais tantôt, que nous devons nous réveiller. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a la grande responsabilité, l'obligation principale aussi, de pouvoir pacifier l'Est du pays. Dans le dossier, c'est vrai que nous avons déjà parlé de Dolima Kambou, condamné à 10 ans. C'est une première. Les Banyamulenge, le dossier Minembwe, moi j'ai suivi personnellement dans une vidéo que c'est... Cette communauté, parce qu'eux aiment qu'on les appelle comme ça, cette communauté a marché aux États-Unis parlant du génocide de Banyamulenge. Vous qui connaissez l'Est de la République des Songo, y a-t-il vraiment génocide de Banyamulenge? Qu'est-ce qui se passe avec cette communauté Banyamulenge? Madame, je crois en quelques mots, expliquez, parce que les gens... Même le silence des Congolais par rapport à ce dossier, on ne comprend pas. Je crois d'abord qu'il n'existe pas de communauté en RDC. Non, il faut d'abord mettre ça à côté, madame. Mais je salue la décision du président de la République lors de je crois, du dernier conseil de ministres où il a appelé, il faut une concertation, descendre sur le terrain. C'est comme ça que nous voulons aujourd'hui avoir un président qui descend sur place. Il y a une situation qui ne marche pas, descendez à Minembwe. Allez-y écouter les ethnies, les Bafulero, les Bembe, les Banyamulenge, écoutez et trouvez une solution qu'il faut, madame. Nous alertons aujourd'hui si... Le président de la République ne met pas les... Même l'ONU a parlé de... Si, madame, évidemment, madame. C'est comme ça que moi je dis... Comment ceux des Banyamulenge, les Européens, je ne sais pas comment dire ça, ils sont assez aptes, très rapides à parler de ce génocide. C'est comme ça que je parle, madame. Quand on parle des morts congolais, il y a un silence. C'est comme ça que je parle, madame. La responsabilité nous incombe à nous, Congolais. Le président de la République a l'obligation, madame, quand il y a un quoi, qu'il descende sur place. Et non rester à Kinshasa, et non aller en Allemagne, ainsi de suite. Non, descendre sur place de l'argent, c'est ce qu'il a été dit par rapport à ce voyage du président. Il a ramené plus d'1 milliard de... Ça, c'est la corde au cou, madame. Ramener de l'argent. $1 milliard, plus d'1 milliard de dollars. Madame, s'il vous plaît, ramener de l'argent. Je suis contre cela, madame. Tantôt, vous m'accusez ici pour dire que je suis un pro-Félix. Mais je dis, cette démarche-là, je refuse cela. Je ne suis pas un pro-Félix, mais je refuse la décision du président de la République qui part à l'extérieur pour nous dire qu'il nous ramène des milliers d'argent ici. Non.
Non, madame. Et la renaissance diplomatique du pays, madame, la RDC. Ça, c'est absurde, madame. Nous savons comment, nous savons où ces Occidentaux, où ces impérialistes nous amènent. Aussi, l'Est du pays brille. C'est à cause de madame. Moi, je demande au président de la République, je ne refuse pas qu'il faut renouveler, il faut essayer un peu d'arranger la diplomatie. C'est normal, madame. Nous sommes des amis, on doit avoir de bonnes relations. Je réponds à cette question. Mais je retourne, madame. Comment le cas des Banyamulenge est vite récupéré par la communauté internationale et pas chez nous, pas nos génocides. C'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'eux font pour qu'on parle d'eux C'est ce que je dis, madame. C'est ce que je dis. Vous êtes là de la lucha. Madame, c'est ce que je dis. Madame, c'est ce que je dis, si je le répète encore aujourd'hui. Je le répète encore, la communauté internationale ne voudra pas que ce Congo puisse s'unifier, ne voudra pas que ce Congo puisse aller de l'avant, madame. C'est à nous, Congolais, de pouvoir nous lever et crier et chercher des solutions à nous-mêmes, madame. Nous avons des hommes capables dans ce pays à pouvoir éradiquer les forces armées négatives au niveau de l'Est du pays. Et le président de la République, il a l'obligation de pouvoir descendre sur place. Quand on tue au niveau de Beni, qui descend à Beni. S'il ira 1000 fois à Beni pour trouver la paix, je suis tout à fait d'accord, au lieu d'aller nous ramener $1 milliard ou bien aux États-Unis avec l'accord de coût au pays. Non. Je préfère qu'il descende là-bas. À Minembwe, aujourd'hui, il y a un problème entre le Bafulero, les Bembe. Ce n'est pas une décision qu'on doit prendre ici et on le prend en conseil de ministres de pouvoir faire une concertation sans descendre là-bas. Mais qu'il descende, le président de la République doit descendre là-bas. Qu'est-ce que fait le ministre de la Défense? Qu'est-ce que fait le ministre de l'Intérieur? Ils doivent descendre là-bas, madame. Je crois qu'aujourd'hui, nous voulons des solutions. Une politique de proximité avec la population. C'est ça que nous voulons aujourd'hui. Et nous demandons au président de la République. Et s'il part comme ça, c'est l'échec droit. Il part droit à l'échec. Et bye bye 2023, il ne pourra pas réussir. Ça, c'est sûr, madame. Donc, moi, je le rappelle, madame, au travers de votre micro, madame, je rappelle au président de la République, il a l'obligation d'améliorer les conditions de vie de la population. Parce que cette même population aujourd'hui qui l'applaudit, c'est cette même population qui va s'élever contre lui. Et il doit le savoir, madame. Il doit le savoir. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, madame, je conclue aujourd'hui, ce que nous voyons aujourd'hui, ça ne marche pas. Le président est en train de déchouer. Même sa popularité, sa cote de popularité descend aujourd'hui, madame. Ça, il faut se dire la vérité. Nos frères qui sont à l'Est, nos mamans qui sont à l'Est, nos papas ainsi de suite souffrent. Mais lui, il est à Kinshasa. Un commandant suprême, qu'est-ce qu'il fait? Il descend sur place pour aller voir, s'imprégner de la situation et la population, même si les massacres vont continuer. Mais quand on sait qu'il y a le président de la République, il y a quand même l'apaisement, madame. Et nous le voulons ainsi. Merci Victor Tessongo, activiste de droits de l'homme de la lucha. Merci d'être passé à la barre. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Guy Lokoki qui a assuré la prise de vue. Merci à Papi Mandé qui a la régie finale. Merci à tous mes followers dans les réseaux sociaux. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. Et merci à celle qui m'a habillée ce dimanche, Karine Kondou. On se retrouve, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain.